Aujourd'hui, on plonge dans un sujet à la fois universel et très intime, le désir. Oui, Mais on va essayer de le regarder un peu différemment. Pas comme une simple pulsion à satisfaire ou, je sais pas, une faiblesse à cacher. non. Plutôt comme un langage, un signal qui viendrait de très profond et qui, peut-être, a des choses essentielles à nous dire. C'est exactement ça. L'idée centrale qu'on retrouve, c'est que le désir, et surtout l'énergie sexuelle, c'est pas un problème à résoudre. D'accord. C'est un messager à écouter. C'est une approche qui s'inspire beaucoup de la pensée de Carl Jung, en fait. Pour lui, cette force, si on apprend à la comprendre, elle peut devenir le carburant d'une transformation très très profonde. Alors la mission, c'est de décoder ce message. Voilà. La première idée qui m'a marquée, c'est que le désir n'est pas qu'une pensée. C'est un appel au réveil. Mhm. Quelque chose qui surgit de notre inconscient. Et ce qui est intéressant, c'est que le malaise qu'on peut ressentir face à un désir, euh, un peu dérangeant, Oui. ce serait pas un signe d'erreur. Au contraire, c'est une info. Une des phrases dit «Il indique où ça fait mal, où ça manque, où tu t'es perdu de toi-même». C'est le point de départ de tout. Pour Jung, une énergie pareille, on ne peut pas juste l'effacer. Si on la refoule, elle disparaît pas. Non. Elle, elle pourrit, c'est le mot qu'il utilise. Elle se métamorphose. En quoi, par exemple? Bah, en anxiété, en compulsion, en addiction, en des choix de vie qu'on fait sans même comprendre pourquoi en fait. L'énergie, elle doit circuler. Sinon, elle fuit. Exactement. C'est comme un barrage qui fuit de partout. Ça sort par des symptômes. Et c'est là qu'on arrive au fameux concept de l'ombre. Oui. Alors si je pige bien, c'est pas notre côté obscur, c'est plus toutes les parties de nous qu'on a jugées pas acceptables et qu'on a un peu mis sous le tapis. C'est une excellente image. L'ombre n'est pas mauvaise, elle est juste non vécue. D'accord. Et le désir sexuel, avec sa puissance, il habiterait souvent là, dans ce souterrain. Très souvent, oui. Et vouloir le faire taire, c'est une bataille perdue d'avance. Il trouvera toujours un autre chemin, tu vois. Une relation chaotique, une addiction. Voilà. Un fantasme obsessionnel. Tout ça, c'est un langage codé. C'est l'inconscient qui crie pour se faire entendre. La première étape, du coup, c'est pas de combattre. C'est d'écouter. C'est d'avoir le courage de s'asseoir et de demander « Ok, qu'est-ce que tu essayes de me dire ?» Cette idée d'écoute, ça m'amène tout de suite aux relations amoureuses. C'est souvent là que tout ça remonte à la surface, non? Ah, c'est le terrain de jeu par excellence de l'inconscient. Absolument. Et c'est là qu'interviennent ces concepts jungiens, l'anima et l'animus. Exactement. Pour faire simple, l'anima, c'est l'image du féminin intérieur chez l'homme. Et l'animus, le masculin intérieur chez la femme. Voilà. Et le mécanisme qui s'enclenche dans la rencontre amoureuse, c'est la projection. C'est-à-dire que on tombe pas vraiment amoureux de la personne en face, mais de l'image qu'on plaque sur elle. En grande partie, au début, oui. On tombe amoureux de ce qui nous manque, en nous, et qu'on voit soudain chez l'autre. Tu as un exemple? Bien sûr, un homme qui a appris à toujours être fort, à réprimer sa sensibilité, va peut-être être fasciné par une femme très animée, expressive, artistique. D'accord. En fait, il tombe amoureux de sa propre sensibilité refoulée, de son anima qu'il n'a jamais osé exprimer. C'est vertigineux comme perspective. Ça veut dire que le coup de foudre, cette sensation d'avoir trouvé sa moitié, Serait en grande partie une illusion. Oui. Une rencontre avec soi-même par procuration. d'où cette magie du début, cette impression que l'autre est fait sur mesure. Justement. Mais cette magie, elle a une date d'expiration. Inévitablement arrive ce que Jung appelle l'effondrement de la projection. Le voile se déchire. C'est ça. La personne réelle apparaît, avec ses défauts, ses contradictions, et là, c'est souvent la crise. La désection immense. Mais attends, il y a un risque là, non? De tout psychologiser, de se dire «Ah, c'est juste ma projection» et de s'auto-culpabiliser même quand la relation est vraiment toxique ou que l'autre a des torts réels. C'est une question essentielle. Il ne s'agit pas du tout de tout excuser. Pas du tout. À moi, qu'est-ce qu'il y a à l'autre? La conclusion, Elle est radicale. L'autre n'est pas venu pour te compléter, mais pour te révéler. Ce moment douloureux de la désillusion, ce serait donc une opportunité. une opportunité en or. Pour reprendre en soi la qualité qu'on avait projetée. Réaliser que cette force, cette sensibilité qu'on admirait tant, elle est aussi en nous. Le but, c'est pas de trouver son âme sœur. C'est de construire sa propre complétude. Voilà. D'accord, donc on a exploré le pourquoi, écouter le désir, comprendre nos projections. C'est un énorme travail d'introspection, mais est-ce qu'on nous propose une méthode plus concrète pour utiliser cette énergie? Oui. Et là, on bascule dans une dimension presque alchimique.
La transmutation de l'énergie sexuelle. La transmutation, elle est décrite comme une force vitale primordiale. Et on oppose deux figures. Le guerrier, qui apprend à la contenir et à la transformer, et l'esclave, qui la dépense compulsivement. Là, il faut être très clair. Ce mot, rétention, ça peut vite sonner comme de la simple répression. Absolument. Or, on a dit au début que c'était justement ce qu'il fallait pas faire. Quelle est la différence? Comment on évite que la marmite explose? La distinction est fondamentale. La répression, c'est dire non au désir, le juger, le rejeter dans l'ombre. D'accord. La transmutation, c'est lui dire oui, mais pas comme ça. C'est reconnaître sa puissance, mais choisir de la rediriger vers l'intérieur, vers le haut. Il y a une phrase qui dit « La rétention sans but est une bombe à retardement ». Exactement. Si on se contente de bloquer l'énergie, la pression devient insupportable et ça explose de manière chaotique. Il faut lui donner une nouvelle direction. Et c'est quoi cette nouvelle direction? Comment on fait concrètement? Il y a 3 grands piliers. Le premier, c'est le corps, l'activité physique intense. Pousser son corps à ses limites, ça fait circuler l'énergie. Ok, le corps. Le deuxième, la création. Écrire, peindre, construire un projet, donner une forme constructive à cette puissance. Et le troisième, on gère, la spiritualité. Méditation, contemplation, c'est utiliser cette énergie pour affiner sa conscience. Le but, c'est l'alchimie intérieure. Transformer, je cite, le plomb du désir animal en l'or de la conscience éveillée. Ce chemin de guerrier, comme il est appelé, ça a l'air incroyablement exigeant. C'est présenté comme un chemin très difficile, oui. La première épreuve, elle est intérieure, physique et émotionnelle. C'est-à-dire, L'énergie qui s'accumule, elle agit comme un solvant. Elle réveille tout ce qui était enfoui. Des colères, des tristesses, des angoisses. ah oui, Ça remonte à la surface sans raison apparente. C'est le premier filtre. Beaucoup de gens s'arrêtent là, en pensant que la pratique les rend fous, alors qu'en fait, elle nettoie. et j'imagine qu'après l'épreuve intérieure, il y a l'épreuve sociale. Exactement. Et elle est peut-être plus insidieuse. On vit dans une culture de la gratification instantanée. Tout nous pousse à consommer le désir tout de suite. Donc quelqu'un qui choisit ce chemin passe pour un extraterrestre. Un peu, oui. On peut être moqué, jugé. C'est un chemin qui peut rendre très solitaire. Et après ça, on arrive au moment le plus dur, non? La descente dans sa propre caverne. Oui, c'est la confrontation directe avec l'ombre. L'énergie accumulée, c'est comme une lampe torche surpuissante qu'on braque dans les recoins les plus sombres de soi. Toutes les hontes, les traumatismes, les peurs. Tout est illuminé, il n'y a plus d'échappatoire, il faut leur faire face. C'est terrifiant, et c'est là que la tentation de tout abandonner est la plus forte. De rechuter pour éteindre la lumière. Pour éteindre cette lumière insoutenable, oui, Et la rechute, dans ce contexte, c'est pas juste un craquage, c'est beaucoup plus fort que ça. absolument. C'est décrit comme une mort symbolique, la mort de la personne que tu étais en train de devenir. Tout s'effondre. Toute l'énergie, toute la clarté, la discipline, tout s'écroule. C'est la phase nigredo de l'alchimie. L'incendie de forêt, tout est noir. La désolation. Oui. Mais c'est cette destruction qui prépare le terrain pour une nouvelle croissance, si on en tire la leçon. Donc l'échec fait partie intégrante du chemin. Il en est même un enseignement essentiel. La personne qui se relève après avoir touché ce fond, forgé dans la douleur, elle est profondément transformée. Sa force n'est plus la même. Non, elle n'est plus naïve. Elle a été testée par le feu. Elle a vu le pire en elle-même, et elle a choisi de se relever quand même. La vraie puissance, c'est ça. C'est la capacité à se relever, encore et toujours. Donc, si je résume, on part d'un désir vu comme un problème, on comprend que c'est un message, on s'en sert pour se comprendre soi-même, puis on apprend à canaliser cette énergie pour construire quelque chose en soi. C'est exactement ça. Le trésor, au final, il est vraiment intérieur. Oui, le but, c'est pas le succès extérieur, c'est la reconquête de soi. Les textes parlent d'une présence plus solide, d'une clarté d'esprit, d'une force tranquille. Le désir ne disparaît pas? Non, il change de nature. Il n'est plus un maître tyrannique. Il devient un allié, silencieux, fort, vivant. Il ne sert plus à combler un manque, mais à exprimer une plénitude. Et ce qui est fascinant, c'est que cette quête si personnelle aurait un impact qui nous dépasse. Oui, et c'est la dernière étape, le retour au monde. L'idée d'une révolution silencieuse. Une personne qui a fait ce travail, qui vit son désir avec conscience, avec vérité, elle n'a pas besoin de prêcher. Sa simple présence suffit. Sa présence, son authenticité, devient une sorte de permission symbolique pour les autres, d'entamer leur propre chemin.
Sa guérison a des répercussions invisibles sur le collectif. Finalement, tout ce cheminement nous laisse avec une pensée assez puissante à méditer, un renversement complet. Oui, la question qui reste, c'est quel est le véritable rôle du désir dans notre vie? Hmm, Et si, loin d'avoir toujours essayé de nous égarer, hmm. il avait en fait toujours été la boussole qui tentait de nous ramener à la maison?